J'invite M. Carl Gagné, modérateur de cet événement, à prendre la parole. Bonjour à toutes, à tous. Welcome to this new edition of Prepping for the CFA exams. Je me présente, mon nom est Carl Gagné, je travaille en investissement chez Jarislowsky Fraser, gestion mondiale de placement. Je suis également administrateur sur le conseil de CFA Montréal et j'ai le plaisir aujourd'hui d'animer le panel avec les panélistes que vous verrez sous peu. On est extrêmement content de vous accueillir pour cette nouvelle édition-là sur Cap sur la réussite des examens. C'est un événement qui est toujours très apprécié. Puis, on a la chance aussi de collaborer avec CFA Québec pour la mise en place de cet événement-là. Donc, merci à CFA Québec. Avant de commencer, j'aimerais également remercier nos deux partenaires commanditaires, sans qui leur soutien serait beaucoup plus difficile. Ce serait possible, mais j'aime dire que ce serait plus difficile. Donc, j'aimerais remercier la Caisse et ainsi que RBC Gestion mondiale d'actifs pour leur soutien. If you're here today, it means that you're on a path of achieving your CFA exams. Many of you on the call are level 1 candidates, but we also have a lot of level 2 and level 3 as well. So wherever you are in the process, I'd just like to start by congratulating you for all the time and dedication you're investing in your CFA curriculum. It's definitely not an easy path, as you'll probably hear today, but it's a very rewarding one for your career and as a person in general. Donc, avant de débuter, deux points très importants que je voudrais vous mentionner, qui sont vraiment les ressources qui sont disponibles pour les candidats. Donc, tout d'abord, je vous invite à consulter notre site web pour découvrir le programme de bourse de CFA Montréal, qui est ouvert du 2 au 26 février, en plus des bourses du CFA Institute. J'ai eu la chance d'en avoir deux, je pense, durant mes études. Puis évidemment, ça donne un méchant bon coup de main pendant qu'on travaille et qu'on étudie. Donc, je vous invite à aller regarder ça. Puis, je vous invite également à aller vous inscrire pour la journée découverte carrière, donc le Career Day qu'on appelle en anglais, qui va avoir lieu le 19 mars. Vous allez avoir le lien également dans le chat. Mais c'est vraiment une belle journée là, pour rencontrer des professionnels puis peut-être même s'outiller pour nous guider dans notre carrière. I'll repeat this in English just because I think it's very important. I really recommend that you check it out, our Career Day, which will be held on March 19th. Look, it's a great way to meet professionals in our field and really learn about the different careers and paths that are available in finance. So just a few words about today's session. First of all, it's recorded. It'll be available as well on our YouTube channel if you want to listen again or share with other candidates. We'll start with a brief 45-minute discussion where we get the chance to dive into our panelist experience with their CFA, and then we'll finish or conclude with a 30-minute Q&A session. Look, this event is really special because it allows you candidates on the line to ask questions and help yourself, but also all the other candidates that have or may have the similar questions. So we invite you to send us your questions using the chat, and we'll try to address them during the Q&A session. Note, however, that the conversation is really dedicated to the preparation of the exam and not the administration itself. So with that said, sit back and let's begin. Alors, tout d'abord, un gros merci à nos panélistes d'avoir accepté notre invitation. On est vraiment chanceux de vous avoir. Je trouve que vous avez des super beaux parcours. Et pour briser la glace, je vous inviterai en fait à vous présenter un à un. Puis à tour de rôle, ce que je vous demanderais en fait, c'est de, oui, vous présenter, mais j'aimerais ça savoir un petit peu plus sur vous, dans quoi vous avez étudié, quelle université, si vous travaillez présentement, si oui, dans quel domaine, puis un petit peu comment s'est passé votre parcours du CFA. Donc, Ange, je te lance la parole, puis je te laisserai briser la glace. Bonjour à tous. Avant même tout propos, je vais commencer en remerciant CFA Montréal pour l'opportunité qu'ils nous ont de venir discuter avec vous. Là, c'est réellement un plaisir. Donc, je me nomme, je suis conseiller principal à Desjardins. Je m'occupe de coordonner la gestion de risque de tout ce qui est transactions en capital. Donc, c'est les investissements dans les fonds, mais également tout ce qui est M&A pour le bancaire. Il y a des risques qui viennent avec, on s'occupe de coordonner ces gestions de risques. Donc, en ce qui a trait à mon parcours CFA, j'ai eu un parcours assez linéaire. J'ai commencé à peu près en 2021, 2022, et ça m'a pris une année par niveau pour obtenir ma charte l'année passée à l'âge de 28 ans. Donc, c'était à peu près une année par niveau, comme je disais, donc une année supplémentaire pour le niveau 2 que j'ai passé 2 fois. Et moi, ça a clairement joué dans ma carrière. Il faut comprendre que je viens d'un background qui est assez quantitatif. J'ai fait un bac en statistique dans mon pays en venant
à l'Université Laval au Québec, ben, j'ai repris un bac en économie finance. Donc, somme toute, c'est quand même des disciplines assez quantitatives. Puis, j'ai commencé le CFA pour justement avoir plus de cordes dans mon arc, ne plus avoir l'étiquette de compte. Et ça a clairement marché. Tu sais, ça influe ta carrière. Le marché te reconnaît les aptitudes que tu as. Les collègues te reconnaissent, les employeurs te reconnaissent. Donc, moi, je vous encourage vraiment à poursuivre avec ce parcours-là. Ça va clairement influencer votre carrière. Comme ça, jouer sur la mienne. Merci beaucoup, Ange. Karen, I would turn it over to you if you want to introduce yourself. Yes, so hello, my name is Karine Tibet. I currently work as an associate client experience in the institutional markets at Share Capital. I actually switched programs in university. So initially, I wanted to go into medicine. I didn't get in, so I went into a different program to eventually reapply. And I started working at the bank where I realized I actually love finance, and that's what I wanted to do with my life. So I switched to a bachelor's in business administration at HEC Montréal. And after I graduated, I enrolled in the CFA. So I wrote and passed my level one in November 2023 at 25 years old. I wrote my level two in May 2024 at 25 as well. And I wrote my level three in February 2025 at 26. I did my specialty in private wealth for that level. Then I got my title in April 2025 at 26 years old again. And I do see that since then, I have more credibility with my clients, with consultants. I also have a lot more responsibilities at work, and I feel much more confident in my knowledge. Thank you, Karen. Martin, qui est notre représentant de CFA Québec, je te laisserai te présenter à ton tour. Bonjour, je m'appelle désolé. Bonjour, je m'appelle Martin Taillon. Pour l'instant, je suis un poste étudiant au ministère des Finances du Québec en tant qu'analyste en dette et en financement temporaire. Dans le fond, c'est un peu nous qui s'occupent pour tout ce qui est organismes publics, parapublics et tout ce qui est gouvernementaux, de gérer un peu leur ligne de crédit et tout ce qui est d'avance de fonds et de marge de crédit. C'est un poste que je viens de commencer, donc c'est plus un niveau de stage. Pour ce qui est de mes diplômes, j'ai terminé mon bac en finance à l'Université Laval l'an passé et je suis en voie de compléter mon MBA en finance aussi à l'Université Laval pour cette session-ci, donc en mai. Euh, pour ce qui est des examens, personnellement, moi, j'ai commencé mes examens en mai 2024. J'ai fait le premier examen, le CFA 1. Le deuxième, je l'ai directement enchaîné en novembre 2024 également. Et j'ai fini mon troisième examen en août cette année, ce qui fait que j'ai terminé mes trois examens à l'âge de 23 ans. Pour ce qui est de mon obtention de titre, comme j'ai pas encore les heures, j'ai pas le titre de CFA, mais je devrais l'obtenir vers l'âge de 25 ans si on prend en compte les 36 mois qu'ils nous demandent. Pour ce qui est de les examens CFA, c'est quand même vraiment quelque chose, plus t'en fais, plus tu vois l'importance que ça a. Les personnes, ils accordent vraiment gros de valeur à ça. Autant que ce soit les professeurs, les personnes à l'école, surtout sur le marché du travail, quand les personnes apprennent que tu as fait tes trois examens CFA, surtout pour moi qui les ai faits à un plus jeune âge, ben, les personnes, ils sont quand même capables de voir la valeur que ça a, puis ils te félicitent pour ça, puis ils comprennent aussi le travail que ça l'amène. Puis aussi au niveau personnel, ça l'amène aussi un niveau de confiance parce que tu sais que quand tu arrives sur un marché ou dans des classes, que tu as quand même un bon bagage de connaissances. Et ça l'aide vraiment à avoir un niveau de confiance parce que tu peux te sentir un peu sur un pied d'égalité avec les autres personnes, même si tu es peut-être plus jeune ou tu as moins d'expérience. Merci. Merci, Martin. And last but not least, Sarah, I would turn it over to you if you want to introduce yourself as well. Hi, everyone. My name is Sarah Humes. I work as a senior analyst in investment management at Altium Wealth Architecture, a multifamily office. And I went to Concordia University. I did my major in finance. I graduated in the winter of 2020. I started studying for the CFA right out of school, kind of building on that momentum of having my undergraduate degree fresh in mind. So I took my level one in 2021. And then I finished with the final exam, level 3, in 2024. I had to wait a few months to complete all of my work experience that was required. And so I got the charter later on in 2024 at the age of 26. For me, starting out
the CFA was, out of interest for the curriculum, wanting to expand my knowledge, differentiate myself, starting out my career. And then it kind of developed into being a great tool for me to discover what my biggest passions were, which topics interested me the most, and eventually to make a career change. So at the time while I was studying, I started out in private wealth management, and the CFA really helped me move to a more pure investment role. Thank you, Sarah. Thank you all for your introduction. Merci à vous tous de vous être présentés. Vous avez des super beaux parcours, puis c'est vraiment intéressant de vous entendre. En fait, la première question que j'aurais pour vous, c'est vraiment par rapport à la préparation du CFA. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, on a des candidats du niveau 1, du niveau 2 et du niveau 3. Puis évidemment, chaque personne a sa recette pour réussir. Donc, j'aimerais ça vraiment vous entendre, vous, sur combien d'heures vous avez dédié à chacun des niveaux. Qu'est-ce qui vous a frappé comme différence vraiment entre l'examen 1, l'examen 2, l'examen 3? Puis, si vous avez déjà adapté vos méthodes en cours de route, comment vous avez ajusté vos méthodes? Puis, tu sais, pour ma part, en fait, il a fallu que je change un peu ma technique pour le niveau 3 que j'ai trouvé différent. Alors, j'aimerais ça vous entendre. Donc, Martin, je t'inviterais à commencer en nous expliquant un peu comment ton parcours a été. Merci, Carl. Personnellement, pour les heures d'études, si je peux commencer par l'examen 1. Pour l'examen 1, je peux dire que j'ai mis environ 300 heures entre janvier et mai, donc un peu les heures recommandées. Pour le niveau 2, j'ai mis beaucoup plus d'heures parce que je trouvais que c'était quand même un niveau qui avait beaucoup plus de matière. Donc, j'ai mis plus 350 heures. Et c'était quand même un sprint. Ça, je l'ai étudié sur 70 jours. Pas quelque chose que je recommanderais à tout le monde. Et pour le niveau 3, lui, je l'ai étudié de mai à août cet été. Et je peux dire que j'ai environ mis les 300 heures aussi qui sont recommandées. Et pour les 3 niveaux, j'ai vraiment tout fait le matériel que j'avais à ma disposition, que ce soit les questions pratiques, des révisions complètes, des questions jusqu'à la fin. Pour ce qui est des 3 niveaux, le niveau 1, j'étais à mon bac en même temps, puis j'ai vraiment trouvé que côté difficulté pour les questions individuelles, c'était quand même un peu ressemblant à des questions universitaires au bac, mais la matière est beaucoup plus large. Là, il y a extrêmement de matière, donc c'est pas exactement comme un niveau universitaire à cause de la largeur des concepts. Le niveau 2, j'ai trouvé que c'est un niveau qui était beaucoup plus axé sur la compréhension que sur du par cœur ou que directement connaître des formules, par exemple. J'ai trouvé que tu pouvais pas nécessairement connaître la réponse exacte, mais si tu comprenais bien les concepts, tu allais être capable de t'en sortir, plus que quelqu'un qui apprenait juste par cœur des formules. Pour ce qui est du niveau 3, j'ai vraiment trouvé que l'examen, tu ressentais que c'était comme si la boucle était bouclée, tu fermais la boucle. Il n'y avait pas vraiment, oui, il y avait de la nouvelle matière, mais c'était surtout des liens, des applications qu'on faisait entre les différents concepts qu'on avait appris tout au long des 2 autres niveaux. Puis là, on les mettait beaucoup plus ensemble, puis on se ramassait avec des choses un peu plus concrètes. Pour ce qui est des ajustements majeurs, personnellement, j'ai pas, comme j'ai fait mes 3 examens sans échec, j'ai pas eu besoin de faire d'ajustements majeurs au niveau de mon étude. Puis pour ce qui est de peut-être des trucs, moi j'essayais toujours d'étudier avec des personnes, ne serait-ce que pour la motivation pour ça. Merci. Merci, Martin. I would turn it over to you, Sarah, to hear about your experience. Yeah, so on my end, I studied over 350 hours for each level, about the same amount of hours for each of them. That being said, I failed the level 2 exam my first time around. So that one, obviously more hours went into on the retake. For me, level 1, having done it kind of fresh out of university, it was a bit of an overview, and then there was also new concepts being introduced as well. I thought that the scope of that level was very large. So there's a lot of detailed definitions that you had to know. For me, using flashcards was very helpful for level 1, particularly. For level 2, it was a lot more technical. So the best method of studying for me was a lot of practice questions, mock exams. And it was really, Martin mentioned it, but understanding kind of the theory and understanding why formulas are the way they are instead of just memorizing them will really get you a long way. And then for level 3, it was a lot more practical. It was similar to the work I was doing day to day. So being able to relate what I was learning
to what I was doing at work was very helpful, and a lot of mock exams for this level as well, because the format is different, and that's what worked best for me. Yeah, we hear a lot about flashcards, and I think that's just a trick that helps a lot of people. Thanks for that, Sarah. Ange, à ton tour, je te laisse un petit peu de temps pour nous expliquer comment ça a été de ton côté. Écoute, de mon bord, je vais pas répéter ce que mes co-panélistes ont dit. Je crois que c'est exactement ça, mais je vais apporter la perspective de quelqu'un qui n'a pas du tout étudié en finance. Je crois que pour le niveau 1 et le niveau 2, c'est énormément de nouvelles notions qui sont vraiment réparties à travers plusieurs domaines là. Donc, faut en avoir conscience. Il faut mettre les heures qu'il faut à ce moment-là. Donc, moi, j'ai mis à peu près 600 heures pour le niveau 1 et le niveau 2. Puis pour le niveau 3, qui pour moi est un niveau qui se bâtit plus sur les deux premiers niveaux, ben, j'ai mis à peu près un 400 heures à ce moment-là. Donc, en ce qui a trait à ma façon d'étudier, moi, j'ai pas du tout étudié de la même façon pour les différents niveaux. Pour le premier niveau, c'était une étude assez classique là. Et au niveau 2, j'ai échoué une fois. Je me suis rendu compte que ce qui a participé à mon échec, c'est que je venais en fin d'études là, puis je me rappelais même plus de ce que j'avais appris quelques mois plus tôt au début de mon étude. Donc, j'ai commencé une technique que j'ai découverte sur Internet. Je vous laisse regarder. Ça s'appelle des cartes mentales ou mind map en anglais. Puis à haut niveau là, c'est vraiment des notions, des formules que tu retranscris toi-même à ta façon en faisant des liens entre les diverses notions. Puis le CFA, c'est vraiment un examen de liens. Donc, c'est pour ça que cette technique-là marche autant. Puis, je faisais de la révision répétée à chaque fois, à chaque semaine. Donc, ça me permettait de façon constante d'avoir toute la matière en tête jusqu'au jour de l'examen. Puis, c'est à peu près la même chose pour le niveau 3, mais j'ai rajouté l'étude avec un partenaire. Comme Martin le mentionnait, c'est quelque chose qui est intéressant pour non seulement ne pas te sentir seul, mais aussi comprendre comment la personne en face de toi aborde des concepts. Puis, le must, là, c'est quand la personne avec qui tu étudies vient avec un prep provider, ben, sans payer des sous supplémentaires, tu vois comment les autres prep providers abordent certains concepts. Fait que c'est ça. Merci, Ange. Vraiment intéressant de t'entendre. Puis, j'ai pas un background non plus en finance, donc je relate beaucoup quand tu dis 600 heures. Je pense que j'étais pas vraiment bien loin de ça. Et once again, last but not least, Karen, I would turn it over to you to have a bit about your experience. Yeah, so for me, level 1, I spent about 500 hours studying. I was very nervous for the exam. I also took a class at HSC to prepare for the exam, and that helped me because the class was at the beginning of the year and my exam was at the end of the year. So I actually retained the information in my long-term memory. For level 2, I spent about 250 hours studying. The material was also harder for me to grasp. A lot had happened in my life. It was just a matter of circumstances, which made it very hard for me to study just as much as I wanted to. And for level 3, I spent about 350 hours. We were a few of us at my firm writing it. So we did a study group and we would meet almost every week. And it helped me because, first of all, I had to stay on top of my studying. We had a schedule, we had to follow it. And it also helped me in my writing because I had to explain and vulgarize certain aspects to my colleagues. But I'd say what worked the best for me was really my study method that I kept throughout the 3 levels. I was doing the reading materials first, then doing the practice questions for each section, and then I did and redid the practice questions several times. I had an Excel sheet to track all of my results, and I could see if I had gotten any better. I did the same with mock exams, and it's really what worked the best for me. So just redoing my practice questions. Thank you all for that. Écoutez, je pense que la question qui suit est la plus logique pour enchaîner. Je pense qu'on ne pourrait pas parler de préparation au CFA sans parler de matériel de préparation. Alors, la question que je vais vous poser à Martin et toi, Karine, c'est de un, quel outil ou fournisseur vous avez utilisé pendant vos études et pourquoi ou pourquoi pas vous le recommanderiez? Ensuite, j'aimerais aussi savoir un petit peu combien de mock exams vous avez fait. Évidemment, ça change pour tout le monde. La façon de les faire aussi change pour tout le monde. Alors, j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Puis finalement aussi, considérant les mock exams, les prep providers, avez-vous aussi utilisé le matériel du CFA Institute qui est déjà offert ou pas? Donc, c'est un petit peu la question que je voudrais vous poser. Alors, Martin, je te lance la parole. Merci, Carl. Personnellement, moi, j'ai utilisé Kaplan Schweizer pour les 3 examens. J'ai eu un rabais avec l'école pour le niveau 1, donc c'est pour ça que j'ai choisi ça. Il n'y avait pas vraiment de choses qui m'ont amené vers là, mais j'ai vraiment aimé le format, donc après ça, je l'ai gardé pour le 2 et le 3.
Il y avait des cours offerts à l'université, et ça, c'est vraiment mon avis personnel parce que je connais plusieurs personnes qui ont aimé ces cours-là. Mais personnellement, de mon côté, moi, j'aimais moins ça un peu parce que ça te forçait un peu à suivre un cours universitaire. Et je trouve que justement, un avantage du CFA, encore plus quand tu as des prep providers, c'est que tu peux vraiment aller justement à ton rythme. Et ça, les cours, moi, je trouvais que c'était moins un peu pertinent dans ce sens-là. Kaplan, j'ai vraiment trouvé que c'était parfait pour des personnes qui comprennent bien avec peu, si je peux me permettre, parce qu'ils font vraiment des bons résumés là, pour les personnes qui connaissent Kaplan, les key concepts. Moi, ça m'a quand même vraiment sauvé la vie. Mais c'est clair qu'il y a certaines informations, si tu fais suivre les key concepts qui vont te manquer. C'est pour ça qu'il faut quand même que tu veuilles comprendre. Et quand tu fais des questions, là, on est rendu avec l'intelligence artificielle, parler avec ChatGPT. Si tu étudies avec personne, essayer un peu de faire tourner les questions, de voir les formules, de voir les concepts, un peu comment ça marche. Pour ce qui est des examens pratiques, avec Kaplan, tu as toujours 4 mocks et avec le CFA, tu en as 2. Donc, pour le niveau 1 et le niveau 2, j'ai vraiment fait les 4 mocks Kaplan et les 2 mocks CFA. Je les faisais vers les 2-3 dernières semaines. J'essayais d'en faire 1 ou 2 jours ou 1 ou 3 jours, un peu vraiment vers la fin. Et pour le niveau 3, comme je m'étais dit que j'étais rendu à la fin, j'ai racheté 2 mocks Kaplan supplémentaires parce que je m'étais dit aussi que j'en suis rendu 2 mocks de plus, ça peut quand même m'aider. Puis après ça, je vais avoir fini. Pour ce qui est du matériel CFA, moi, comme j'ai dit avec Kaplan, j'aimais vraiment écouter les vidéos. Puis je suis moins quelqu'un qui apprend en lisant. Et comme le matériel CFA, c'était vraiment pour ce qui est de la théorie, euh, j'ai moins utilisé la théorie, mais pour ce qui est des questions pratiques, ça, je les ai vraiment utilisées. Tout ce qu'il y a de Blue Box, de Green Box, j'ai essayé d'aller voir les exemples plus pratiques dans le CFA, même si c'est ça, même si tu ne vas pas directement lire les concepts et lire toutes les pages, il y a quand même vraiment du bon matériel que tu peux aller chercher et qui est disponible à ta disposition à utiliser. Merci. Merci, Martin. Turning over to you, Karina, I'd like to have your thoughts on how you used Prep Provider material and how you used a mock, how many mocks you did, and just how that played out for you. Yeah, so for level 1, I did have the notes given to me during my HSC class. It was materials provided by Wiley, but I mostly used the CFA Institute materials, so the readings, practice questions, the mocks. For level 2, I did use Mark Meldrum, but only for the videos and the explanations, not for the practice questions. I then again only did the CFA Institute questions and mocks. And I do recommend Mark Meldrum because I think that the videos were interactive, the subjects were well explained, but I'd say just don't fall into the trap of studying less just because you have all of this material available to you. I'd say again that reading the material and taking my own notes is really what worked the best for me, especially for the 3rd level because of the essay questions. I wanted to make sure I didn't miss any details. So to me, it was the most helpful way to study, even if it was tedious. And as I mentioned, I only did the CFA Institute mock exams. I redid them a few times too, so I wouldn't correct myself just to be able to retake them. And I think that the material really prepares you well. It simulates what you'll get in the exams. And a bit like Martin had mentioned, I also used ChatGPT when I couldn't understand some subjects because I think having things dumbed down in such a detailed program really, really helped me. Merci à vous deux. En fait, c'est le fun de vous entendre sur le CFA, votre préparation. Puis ça me permet aussi d'enchaîner avec la prochaine question, qui est évidemment, quand on pense aux examens, on pense à la préparation théorique, mais une chose qui est importante aussi, c'est la rigueur, la discipline qui va aussi dans la façon dont on gère l'étude dans les mois qui précèdent l'examen. Alors, la prochaine question, vraiment, c'est vraiment de vous entendre sur à quoi ressemblaient vos journées pendant que soit vous étudiez ou travaillez à temps plein? Comment vous organisiez votre planning? Tu sais, une des lignes conductrices communes qu'on entend parmi les gens qui prennent l'examen, c'est qu'il y avait un horaire quand même très défini qu'ils respectaient pour être capable d'étudier. Puis, à travers tout ça, dans le planning, à quel moment on commence à faire des examens pratiques? Donc, Ange, j'aimerais ça t'entendre un petit peu sur toi, comment ton planning allait, comment tu t'y prenais, puis évidemment, à quel moment tu commençais à faire des examens dans le processus. Ben, écoute, moi, j'ai toujours travaillé à temps plein durant tous mes 3 examens là. Donc, faut être quand même assez structuré. Moi, du lundi au jeudi, je finissais le travail, puis
j'essaie de me prendre une pause. Et la pause, c'est vraiment pour couper avec le travail parce que parfois, ton travail est stressant, puis tu veux pas amener ce stress-là dans tes études. Donc, j'allais faire une sieste ou j'allais méditer un 30 minutes, puis je revenais étudier un 2 heures. Après, j'allais souper et je revenais étudier un autre 2 heures. Donc, c'était à peu près un 4 heures du lundi au jeudi. Et ben, même les jours où tu es occupé, où tu as beaucoup de travail au boulot, tu as un groupe avec tes amis, assure-toi quand même de faire 30 minutes, ça te garde motivé, ça te garde discipliné. Puis c'est vraiment comme ça que je travaillais du lundi au jeudi, là, donc 4 heures, sinon minimum 30 minutes. Le vendredi, le samedi, je prenais ça off, j'allais me déconnecter. Mon but, c'était vraiment de ne pas toucher au CFA, là, je voulais pas y penser. Puis je revenais le dimanche tranquillement, faire un autre 4 heures, mais un 4 heures plus léger. Je passais à travers les concepts que j'avais appris en semaine. Je passais à travers les cartes mentales que j'avais établies. Comme ça me permet de revenir tranquillement au boulot le lundi avec un esprit plus frais. Donc, c'est à peu près ça en termes de façon d'étudier. Puis, en ce qui a trait aux examens pratiques, ben, moi, je commençais à peu près 1 à 2 mois avant l'examen réel, là. Le but, c'était de maîtriser tous les concepts, de finir le curriculum, et tout de connaître tes formules sur le bout des doigts avant de démarrer les examens pratiques. Puis, en temps, quand tu veux voir c'est quoi tes forces, c'est quoi tes faiblesses, pour ne pas créer tes mock exams, tu peux utiliser, ben, pour ceux qui sont Mac Mendrom, il y a la partie QBanks qui est pour moi comme des mock exams supplémentaires, où il y a aussi le CFA qui a à peu près la même logique avec la section. Donc, c'est à peu près ça. Merci beaucoup, Ange. If we turn over to you, Sarah, what did a typical day look like for you? And that could be on a weekday or on a weekend. And at what point during the process did you start doing CFA mock exams? Yeah, so for me, I was also always working full time while taking the exams. So a typical day for me during the week would be to get exercise in first thing in the morning. It was important for me to keep that routine and always work out, and to get it done first thing meant that I didn't have to make that choice after work between studying and getting my workout in. And then after work, I like to go to what I would call a neutral location. So I would leave the office, but not go home. Usually ended up being at a cafe or a library. And that way I felt I was at less risk of distraction. Being at home, I had more distractions. Being at the office, I might be tempted to advance in my work. And so going to a cafe was very helpful for me. And I would try and study 2 hours on weeknights. And when I say the hours, it was really pure focused hours. I would time myself and make sure that if I was taking a break or I get distracted, I would stop my timer. So it was a pure 2 hours of studying during the during the weekdays, and then I would plan for one day off, and then that day could rotate depending on other commitments that I might have. And then on the weekends, I would do a total of 10 hours. So that could be split differently between the 2 days, depending on what my week looked like. But again, it was going to typically a cafe or library, getting in 5 hours a day of studying. That could be, split throughout the day on a weekend. It's a little bit more flexible. And then in terms of mock exams, I usually try to finish all of the curriculum about 5, 6 weeks in advance. And then I would start taking mock exams once a week. They are time consuming. So for me, it wouldn't work during the week. I would take mock exams on the weekend. And then you're able to review those afterwards. And I would actually not take mock exams the week ahead of the exam, because if you happen to get a bad note, I didn't want to be demoralized. And that's what worked. Thanks for your insight. And when I look back in my in my path during the CFA, I realized that part of what I enjoyed about studying was actually going to places that I enjoyed, not being distracted, or actually enjoy spending time. So whether that be in library or coffees, whatever works for you, just try to make it enjoyable while you study. Je réalise qu'on a des questions qui rentrent dans le chat. Pas de problème, on va les prendre durant la période des questions. C'est des bonnes questions, donc continuez à nous les faire parvenir. La prochaine question que j'ai pour vous, en fait, c'est, quand on pense à l'étude, oui, c'est important d'étudier, mais c'est vraiment important aussi, je trouve, de garder un équilibre avec notre santé mentale, notre vie sociale. Donc, la question que j'ai pour vous, en fait, c'est comment vous avez trouvé ou réussi à trouver, en fait, l'équilibre entre la santé mentale, la santé physique pendant que vous étudiez pour les examens, évidemment. Puis,
la sous-question à ça, c'est que de mon côté, j'étais quand même stressé aussi durant les examens, puis je pense que tout le monde vit du stress. Alors, comment vous avez géré votre stress aussi à travers tout ça durant les examens? Karen, I'd probably start with you. How do you manage that? I'd say you have to give yourself time to relax, to decompress, and you have to plan for those days. So don't have an unrealistic study planner. You have to leave some room for the unexpected because you'll have days where you simply won't want to study at all or you won't be able to, and that's okay. I personally tried to exercise as well. I would meditate, I would eat well, and sleep enough. I think it's very important. And if I can give you a piece of advice, you have to find ways to not feel guilty when you take a break because if you're trying to relax and all you can think about is your exam, then you're not actually relaxing. I also tried to take at least a week off when it was possible from work before my exam so that I wouldn't have any other stressors. And I would keep studying the weeks before and even the morning of the exam, I would review. One thing that really helped me relieve my stress was self-talk, especially the days before and the day of the exam. So at that point, I would try to stay logical and I would say to myself, I put in the work, I put in the hours, I tried my best, and there are things that I simply cannot control. Now, all I can do is give it my all, and the rest is not up to me. Absolutely. I think you hit it right on the nail. It's to realize that we can't do more than what we're doing. And if we have the faith that we're doing, everything right, then it's just going to fall in place. So I agree with you. Martin, je te lancerai la même question, savoir comment tu as géré ta vie professionnelle, en fait, les études aussi, puis les études, puis aussi le stress à travers tout ça. Merci, Carl. Ben, personnellement, moi aussi, je m'entraînais pas mal. J'essayais de m'entraîner pas mal tous les matins. Je trouvais que ça partait bien ma journée. C'est cliché à dire, souvent les personnes qui courent ou qui s'entraînent, ils disent ça, qui disent que quand ils s'entraînent, ça leur donne de l'énergie puis ça commence bien leur journée. Mais moi, j'ai vraiment trouvé que les journées où c'est que je prenais 1 heure et demie à aller au gym, je me retrouvais à étudier plus longtemps qu'une journée où c'est que je me serais levé plus tard puis je serais pas allé. Euh, Côté un choix personnel, un peu comme Sarah a dit, et toi aussi, Carl, j'essayais vraiment aussi d'aller étudier dans des endroits que j'aimais. Personnellement, moi, c'était sur le campus de l'Université Laval. S'il y a du monde à Québec, c'est vraiment un beau campus. Provenez-vous dans les pavillons, allez étudier à d'autres places que même si le pavillon de médecine, vous pouvez aller dedans. Des bibliothèques, il y en a un peu partout. Moi, ce que j'ai vraiment trouvé qui m'a aidé un peu à garder le moral, c'est un peu de romantiser notre expérience à jour le jour d'étudiant. Cet été, particulièrement, je travaillais la semaine, donc il fallait vraiment que j'étudie la fin de semaine. Et quand je revenais, mettons, un samedi soir, j'aimais ça envoyer des photos à mes amis. Ça fait que je à dire, mais regardez les étoiles. Il y avait des matchs de balles des fois quand je repassais, je m'arrêtais, puis je faisais que me rappeler que, pareil, ce qu'on fait, c'est pas banal, puis c'est quand même une grosse expérience. Mais au moins, c'est le défi qu'on s'est donné à nous-mêmes, puis c'est ça qui est un peu le fun. Côté stress, vu que, comme je l'ai mentionné plus tôt, tous mes examens, je les ai quand même faits sur mes études, je les ai quand même faites sur des périodes assez rapprochées. Moi, je comptais tout le temps mes journées en bloc de 10-12 heures. Donc, même si j'étais une semaine avant l'examen, je me disais, bon, il me reste 70-84 heures d'études, je suis tranquille. C'était vraiment pour me garder confiant parce qu'on s'entend, là, je ne faisais pas les 10-12 heures une semaine avant mon examen, là. Puis c'est un peu la même chose que j'ai fait aussi avec mes mocks. Genre, prenez pas mes conseils pour nécessairement, c'est pas nécessairement des conseils pour tout le monde, mais durant tout mon parcours CFA, les multiples mocks que j'ai fait, j'en ai jamais vraiment fait sans tricher ou vraiment en me mettant complètement comme si j'étais en mon jour de l'examen. C'est pas ça qui est recommandé, mais j'ai vu beaucoup de mes amis qui le faisaient et peut-être une semaine avant, il y avait un 45, un 50% à leur mock. Ça venait vraiment briser leur morale puis leur confiance. Puis de mon côté, j'aimais mieux arriver à l'examen en me disant que, en étant confiant, en me disant, OK, j'ai quand même eu des bonnes notes à mes mocks, ça va bien aller, que d'arriver et d'être 100% préparé parce que j'ai bien fait de mes mocks, mais qu'au final, je ne suis pas confiant parce que je me rappelle le 45 ou le 50% que j'ai eu dans le mock il y a une semaine. Donc, ça serait ça pour moi. Merci. Merci, Martin. I'm going to turn to English for the next couple questions. One of the things that I've always kind of realized is stress came in two waves. The first one being like a long
constant, flow of stress as you're getting ready for the exam, and the second wave is really more of a crescendo that starts, within the days that lead up to the exams. And I think, as I've been talking to people along the way in the years, everybody has their own way of approaching the final week and the exam day. So for Sarah and Ange, I'm going to turn over to you. I'd like to know, how you approach the wrapping up of your studying, and the days that led to the exam. How did you actually manage your stress, on the exam day itself? Sarah, I'll start with you. Yeah, so for me, I always tried to book my exam later in a week. That way I can take the days before off of work and have that weekend before. So it really feels like I'm disconnected for a good period of time and purely focused on the exam. I wouldn't do my last mock exam that previous weekend, but the one before. And when I would do my last mock exam, I really simulated exam day. So I would get up at the time I knew I'd have to get up, have breakfast, eat what I was going to eat, and then sit down and take the mock when I would be doing so on the exam day. And then for that last week, I didn't try and do any cramming in. I was just reviewing topics that I knew I was a bit weaker in. I was doing flashcards, not trying to learn new concepts, but just really reviewing. And then it was really important to just keep routine as well. So I was still doing my exercises. I was getting good sleep. It was very important. And something for me that just eased some anxieties was actually eating the same meals every day. That way I knew I wasn't going to get sick by random chance, and that helped ease a little bit of anxiety. And so when it came to exam day, I was just doing exactly what I had been doing for that whole week, getting up at the same time, eating the same meal, and then doing the commute, and feeling like it was a little bit of a routine at that point. And that helped a lot for exam day itself. Thank you. I appreciate that. Ange, turning over to you, how'd you manage that for the days leading up to the exam, and how'd you wrap up your studies? Well, I think that when it comes to the CFA exam, it's really important to be sure that you have some materials that will help you through the last day of the exam. And when I'm talking about materials, it can be anything that you prepared from the day one, like summaries, like highlighting some notes in the curriculum. And me, I was writing some notes to myself. And these notes were something like, oh, I know that you will be stressed the day of the exam because you have to track how you feel. Let's say that if you feel stressed when it comes to derivatives, there are a lot of things that you will be stressed the day of the exam and maybe you will be paralyzed. So I was writing some notes to tell me to calm them, to read properly, to read slowly, and that I will succeed. And those notes were really helpful the day of the exam itself. I already did, let's say, some minutes before the exam, and I was really confident when it comes to the exam itself. And maybe a second tip that I can give is that you should know exactly where your exam center is located. Go there a few days before the exam, just to know where you will park your car, where is your bus stop, where's the entry door. It could be like small thing, but those are really small tips that can help you to avoid stressful situation when you will come to the exam itself. So I think that those ones are really important. And maybe a second tip that I can give is that you have to track your time. You have to know exactly where you should be and when you should be there during the exam. Yeah, I knew that maybe after 1 hour I was supposed to be at the question 10 or the question 11. I knew exactly where I was supposed to be. And basically, it's 3 minutes per question. There's not a question that will worth more than on another question. So just do your 3 minutes. If you don't know the answer, go to the next question and really be strict with your time plan. I think that tip can save your exam. So yeah. Merci, Ange. I really appreciate that. And I guess as we're talking about this, and there's maybe a point to be made about, what did I wish I knew before starting, or like what would I do differently? And for me, while I went through the whole curriculum, after level 1, 2, and 3, I kind of was like, oh, a few aha moments that I wish that I had known, that I probably would simplify my life, or probably just help me relax when I was a bit more anxious. So I'd like to ask you, not if there were
any specific regrets, because I don't like the word regret, but were there any lessons learned that you'd like to share with, with the people on the line today? Or I'll say regrets that you're like, I wish I knew this, and now that I know it, I would like to share this with the candidates that are going through the exams themselves. And Martin, I'm turning over to you to get your feedback on this. Thank you, Cal. For me, I think it's a strange thing to say, but I actually miss the hard days of studying and working alone, doing my own thing, and knowing I was getting closer to my goal. When I told you in the past question to romanticize your day to day, it's because it really helps you to enjoy those study days instead of seeing them as a burden. Like myself, when I look back at the Sundays and the Saturdays that I was studying this summer, I don't see them like I was missing any events, even though I was. I see them as I was studying. I was kind of having fun. I was doing I was on my grind, and I was on my adventure a bit. Um, for not really regrets, but lessons learned. For the first exam, I didn't do. I did like half of all the question that were at my disposition, and that made me so I was feeling like I could have done better, and I felt like I wasn't prepared enough, and that's what I changed for exam 2 and 3. I did almost all question that I had. So after the exam and when I was waiting for my results, I kept telling myself, if I fail, at least I did everything I possibly could in terms of work. And if I fail, then I might need to change my study. But it won't be because I didn't work hard enough. And I think it's important because if you feel like you failed because you didn't work enough, it's gonna be bad for you. People around you will sometimes understand, sometimes not. They pressure you to go out, to stop studying, to take a break. And I think that's fine because your friends are there for that too. If they didn't invite you, maybe one day you wanted to go, but they didn't invite you because they thought you were studying, and you will miss that. I think it's your job to say no when you need to, because you're the one who has to live with the result at the end of the day. And I think I conclude by saying that if you put something or someone first, make sure, even being CFA or sports, just make sure that the thing you put first is worth being put in the is worth being put in the first place. In the first place. Thank you. Yeah, wise words. Part of your life will be sacrificed to maybe see if the exam, or at least that was, my experience. And it was clear for everyone around me that, this was the most important thing in my life, and they all supported me through this. But if you're not able to, tell yourself that this is the most critical thing that you have to do right now, it might be hard to find ways to spend time doing that. Thank you, Martin. Sarah, turning over to you to have your insight on this as well. Yeah, I think the CFA program it's interesting and unique being a self-study program. There's nobody that's going to hold you accountable for your studying other than yourself. And so your success is reliant on yourself and what you're willing to dedicate to it. So I certainly have no regrets from the CFA program, but I have learned a lot of lessons. For me, the biggest lesson was actually failing level 2. I can say that I went into each of my exams, including the one I failed, feeling prepared and ready, and getting my results and seeing that I failed by a small margin. It's a hard pill to swallow, but it makes you reflect back on your studying and being able to identify what went wrong and how you can change your approach the second time around. And so that was a big lesson learned, to be able to identify what my weaknesses are, and being able to get over that hurdle of failure, which can be sometimes a hard thing to do. Je pense que ton micro est coupé, Carl. Sorry about that. Thank you. We never learn, eh? It's been years that we use Zoom or Teams, and still don't learn. Yeah, thank you for sharing that, Sarah. I don't think the majority of us passed level 1, 2, and 3 on the first attempt, so it definitely helps us reflect on what we can do better.
So the last question that I have for you before going into the Q&A session is, I'm going to turn to French because that's the way we were planning to do it. L'Institut, CFA Institute a ajouté une nouvelle façon de faire le parcours en ajoutant des pathways au niveau 3, que ce soit private wealth, private markets ou portfolio management. Puis Karine, Ange, Martin, si je ne me trompe pas, vous avez fait chacun l'un de ces 3 spécialisations-là. Puis j'aimerais savoir un petit peu comment s'est passée votre expérience, ce que vous avez aimé, puis en fait, ce qui vous a marqué pendant ces parcours-là, parce qu'au moment où moi j'ai fait les examens, ce n'était pas encore disponible. Alors, je pense que votre feedback va être très pertinent pour les gens sur la ligne. Alors, Karine, I will turn over to you for the private wealth pathway. Yeah, so I only took it because all the people at my firm were taking that specialty, and I did not want to study the biggest chunk of the exam by myself. However, I really loved it because it's about the people, it's understanding your clients, it's understanding their needs, and it's also understanding that everybody's different. Everybody has different goals, has different definitions of risk, so it's very important to listen. And when we think about individuals, money is not just a number on a piece of paper, it has an emotional component. So there's not just one solution for everyone. Fully agree. There's no right choice. I think it just depends on what you want to do and where you think you can add value down the road. But obviously, I don't think there's one size fits all. Ange, je te laisserai aller pour le private markets. Ben écoute, moi je pense que pour ceux qui travaillent ou tous ceux qui veulent travailler dans le domaine de la finance alternative, c'est exactement le genre de contenu qu'on a envie d'avoir. Moi, j'ai une courte expérience en infrastructure au niveau du post-investissement. Puis ce qui était écrit dans le CFA là, c'est exactement ce qu'on faisait dans le monde du travail. C'est un contenu qui est vraiment simple, qui est intuitif, qui est facile à lire. Et versus le reste du curriculum, je pense que c'est un contenu où il n'y a pas énormément de grosses théories. Donc, c'est vraiment très simple à comprendre là. Puis, un autre argument pour ce parcours, je pense que c'est assez court, assez intuitif. Puis, quand on n'a pas assez de temps, c'est quelque chose qu'on veut considérer et surtout que c'est une matière qui n'est pas forcément en corrélation avec le reste du curriculum. Donc, bah, tu as quand même 30 à 35% de ton examen qui ne dépend pas du reste de l'examen là. Donc, je pense que cette partie aussi est intéressante. Ceci étant dit, je vais quand même mettre une mise en garde. C'est un contenu qui est nouveau, donc qui n'est pas aussi mature que le portfolio management, par exemple. Et parfois, ça t'arrive de lire des questions et de te demander pourquoi c'est flou, est-ce qu'il y a des erreurs. Donc, faut entrer dans ce pas fouillant en connaissance de cause. Il est très simple, donc maximise le temps le temps et les points que tu peux avoir sur là où tu es bon. Puis bah, là où sur les points que tu comprends moins, bah, tu fais ce que tu peux et puis voilà. Absolument. Merci beaucoup, Ange. Et puis, Martin, finalement, je te laisserai nous dire comment ça s'est passé pour toi du côté portfolio management. Ben moi, du côté, quand je suis arrivé pour mon niveau 3, j'étais allé parler à un professeur à ma faculté. Et comme j'avais pas vraiment d'idée, j'avais pas encore travaillé sur les marchés, mon professeur m'a conseillé d'aller vers le portfolio management parce qu'il me disait que c'était un peu le pathway qui est plus vanilla. Et c'est lui que j'avais le plus de matériel de préparation, donc je m'étais dit que j'allais mettre les chances de mon bord pour avoir mon titre avec ça. Mais j'ai quand même été surpris à quel point c'était autant du management que ça pouvait être des particuliers, comme pour la retraite de quelqu'un, autant que pour gérer des gros fonds de pension pour des multinationales. Et personnellement, cet été, j'ai travaillé justement en gestion de patrimoine. Donc, pendant que j'étudiais, ça s'est rapproché justement de ça. Et j'ai vraiment trouvé que tout ce qui est de la théorie de gestion de risque ou tout simplement vraiment de l'investissement, on retrouvait ça quand même dans notre day-to-day quand on parlait aux clients ou entre les personnes dans le bureau. Moi, j'avais quand même un plus gros background qu'eux et je pouvais quand même vraiment leur partager de la théorie que j'apprenais directement pendant mon étude. Ça fait le tour. En fait, merci Martin. Ça fait le tour pour les questions qui étaient planifiées, organisées. Donc, on va transitionner maintenant vers la période de questions. Puis, il y a eu beaucoup de questions dans le chat. Donc, je vais y aller par contre avec une que j'aime beaucoup. Puis, c'est vraiment aussi par rapport aux lectures prerequisite reading, qui est maintenant la lecture qui n'est pas nécessaire, mais qu'on suggère de faire. Puis, il y a 2 questions qui ont été posées par rapport à ça. Donc, j'aimerais ça vous entendre. Vous,
est-ce que vous avez passé du temps à faire ces lectures-là? Puis pour quelqu'un comme Ange qui ne vient pas de ce domaine-là, de la finance, est-ce que tu as passé du temps à faire ces lectures-là? Si oui, est-ce que tu trouves que ça a été bénéfique? Et pour les autres, est-ce que vous avez directement sauté dans le contenu des examens ou bien vous avez quand même fait les lectures prerequisites? Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut s'attaquer à la question, mais sinon, Mais moi, je peux débuter. Moi, pour ma part, j'ai vraiment directement sauté dans le curriculum. Là, je pense que c'est assez en détail, même quand tu viens pas d'un background qui est le background de la finance traditionnelle. Donc, moi, je vais directement dans le détail. absolument. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voulait rajouter quoi que ce soit ou tous d'accord avec Ange? I Ouais. personally, I came from a background in finance, but I wanted to make sure I covered all aspects of it. So I took a glance at the prerequisite readings to make sure that there wasn't anything that I hadn't already seen in my undergraduate degree. If you do a bachelor's degree in finance, for the most part, the prerequisites are covered, at least they were in my experience. But yeah, I think if you're coming from another domain, it could be worth reading. Yeah, I can't remember exactly when the CFA updated the curriculum to have like this specific prerequisite versus not just having the whole curriculum. And it wasn't like that when I did it, but I remember not coming from the financial background and just reading all of the CFA books. I probably wouldn't recommend doing that because it's a heavy and painful process. But definitely going through it cannot be a detriment. So definitely look into it if you feel like there's more to be known. But the rest of the curriculum is pretty detailed, if anything. Une question en fait que je voudrais vous poser aussi, c'est par rapport à l'éthique. L'éthique est souvent un sujet qui est difficile à saisir, à étudier. Puis, il y a beaucoup de gens soit qui trouvent ça très facile, d'autres qui trouvent ça vraiment plus difficile. Donc, j'aimerais savoir un petit peu vos stratégies pour étudier l'éthique, can be in French or in English, depending on how you want to answer. Mais j'aimerais vraiment savoir comment ça s'est passé pour vous, l'éthique. Puis, c'était quoi vos stratégies d'études aussi pour ça? Donc, Sarah, je te lancerai, I'd ask you to start. Sure. Yeah, for me, I always started my studying with ethics for each level. So it'd be the first topic I read, and then I would reread it again as the last topic. It's always a really important part of each exam with a big weighting. So it's definitely not to be taken lightly, even if you're going through it and it might seem like common sense, the questions can be tricky. So that was a big part of the ethics, was really doing a lot of practice questions, repeating practice questions, reading properly, because sometimes the wording and questions can be difficult, and then really going through the case studies that the CFA Institute provides. And for me, reading the material directly from the CFA curriculum was what was most helpful for ethics. Yeah, for sure. And I think that's probably the only chapter that I would recommend, absolutely going through the CFA curriculum stuff. All the examples are so relevant. And to be honest, once you capture like the essence of what's going on in the question, the exam questions are not so different. Ange, I would turn to you to have your feedback on this as well. Maybe the thing that I can add is that when it comes to ethics, it's really important to put yourself in the shoes of a professional. I think that that's the goal of ethics, because sometimes you want to think like a regulator, and when you think as a regulator, there's a lot of things that we choose the answer that is more strict. And I discover actually painfully that the answer that is more strict is not always the right answer. So really think like a professional, because at the end of the day, people have to be paid in that industry. So really think as someone that works in the finance industry, and we help you to be at the right level of severity when it comes to choosing an answer. Thank you, Ange. And Martin, do you have anything to add on this with regards to ethics? Yes. For my part, I think that ethics is more like endurance. I didn't want it to start too early. I was really aiming for 10 to 15 questions a day. So let's say I knew I had a bank of 400 questions. I would start doing ethics maybe 40 or 30 days before the exam, because you start to notice patterns or common traps. And if you refresh them every day,
you're not going to lose them, because I think if you see a trap, but it's 2 months out to your exam, you have a good chance to forget it. And I think ethics is something you need to feel. For the level 2, around 10-15 days before my exam, my score actually dropped. I was scoring around 50% on my mock exam on every question that I was doing. But I think that in the exam, you fall back on your intuition. And I eventually, when I saw my scorecard, I saw that I scored 100% in ethics, even though in the exam I was really unsure to what I was answering. I really felt like I wasn't really getting what the question was meaning. But like I said, in ethics, you fall back on your intuition, and you're not looking for the perfect answer. You're picking the most ethical one. And if you're being consistent in your practice, you'll naturally drift toward the right direction. And honestly, you're almost always you'll always hesitate between two choices anyway. So I think that you just cannot get the right answer, and it's just a unique topic for me. Thank you. Yeah, that's true. And going back to what you said, Ange, I think it's really putting yourself in the shoes of a professional, right? It's saying like, would I like this to happen to me, or would I like to do this to a client? And if the answer is no, then the answer is probably no. And so I would tend to agree with that. So looking at the other question is, so with regards to how you prep for the exams and you do questions, one of the questions that was in the chat was, how much time, or do you actually do the end of chapter questions, or do you actually focus on either Kaplan or Mark Meldrum stuff? How much time or weight did you dedicate to the end of chapter questions in the CFA curriculum? Is there anyone that wants to tackle this one first? Je peux y aller. Should I in English or in French? And then we go in English. Okay. For me, I think that doing questions, especially on the curriculum, is really important. And I was playing them a bit. So when I saw a chapter, I went and I did some in Kaplan, some in CFA, but I was always keeping myself some question, because I think that if you do all the end of chapter question and you arrive near the exam date and all you have to study that chapter or the mocks, you're probably going to miss out or you're going to forget. So I think that doing those end of chapter question at the end of the chapter is important, but to keep some questions, so when you feel like, okay, I need to do some fixed income, you still have end of chapter question to go through. Absolutely. Does anyone want to add something else there? Yeah, Ange, Moi, je peux you're peut-être. nodding. Oh, sorry, Karine, go ahead then. We'll go to Ange afterwards. Oui, ben, écoute, moi, je peux parler un peu du fait que j'ai pris Mark Meldrum pour le niveau 2, puis j'ai choisi de ne pas faire les questions de Mark Meldrum. C'était un choix parce que j'ai remarqué que les questions étaient plus difficiles, pas nécessairement posées dans la même façon que le CFA Institute. Alors, j'ai trouvé beaucoup plus bénéfique à mon étude les questions de l'Institut, en fait. Et c'est pour ça que j'ai mis le focus là-dessus. Puis c'est pour ça que je le recommanderais plus que d'autres choses. Je sais qu'il y a du monde qui essaie de se surpréparer pour l'examen puis être sûr qu'ils sont capables de faire des questions plus difficiles, mais moi, j'ai pas trouvé que c'était nécessaire de faire ça. Merci, Karine. Et puis finalement, Ange, je te relance la parole puisque tu avais l'air d'être prêt. La petite chose que je peux rajouter, c'est que non seulement c'est important de faire les questions du CFA, mais c'est encore plus important de regarder les réponses que le CFA te donne, parce que cela t'aide à comprendre la façon dont il faut répondre. Et surtout au niveau du niveau 3, il faut faire attention aux keywords qui sont dans les questions et la façon dont le CFA répond, parce que ça va clairement te donner le matériel nécessaire pour pouvoir faire la même chose à l'examen. Puis c'est vrai, en fait, c'est quelque chose qu'on oublie. Puis il y a une question que je vais revenir tantôt, mais dans la façon dont le CFA demande les questions, il va toujours avoir un mot-clé, ça va être quantify, define, explain. Puis c'est vraiment important de se fier à ce mot-là pour savoir comment bien répondre aux questions, parce que si on n'y répond pas de la bonne façon, bien, finalement, on n'a pas les points qui sont accordés. Question intéressante aussi qui est ici, c'est à partir de quelle note dans les mock exams est-ce que vous avez commencé à vous sentir confiant pour l'examen? The English is,
by what score were you scoring the CFA mocks that made you feel confident enough that you were going to pass the exam? Je vous lance la question à vous quatre. Je trouve que c'est une question super intéressante parce que vous avez chacun votre façon de gérer les mocks. Alors, je ne sais pas si quelqu'un qui veut se lancer. Sarah, if you want to go, I'd turn it over to you. Yeah, sure. You'll probably learn during studying that mock exams, whether through the CFA Institute or different providers, can be quite humbling, especially if you're doing it not having completely completed the curriculum or done your review. So I wouldn't be demoralized by a low mock exam score, anything below even 50%. For me, there's, that kind of that magic number of 70% where you start to feel a little bit comfortable. And so that was what I would aim for. That being said, I wouldn't place too much emphasis on what you're scoring on the mock exams, but really focus on practice questions. The mock exams are really useful to get an idea of the formatting and also the length of the exam and time management. But just repetition and the scores that you're getting in practice questions is equally as important. Yeah, I would tend to agree with that, and you also tend to know, inside of yourself if how you feel comfortable with the mock. If you're looking at the questions and you're like, I have no clue what's going on, then obviously maybe it's a sign that you should spend more time studying. But with regards to the score itself, maybe it's not necessarily about 70 or 60%. It's more about how you feel comfortable too about this. Martin, je te laisse aussi répondre. Merci. Ben, moi aussi, je pense que, comme Sarah a dit, on cherche un peu le chiffre magique de 70% parce qu'on se dit, bon, si on a ce 70%-là, ben, on est un peu assuré. Mais comme Sarah aussi, elle a dit, les mocks, dépendamment des mocks aussi, des fois, je trouvais les mocks CFA un peu moins durs que Kaplan. Tu peux vraiment arriver puis te manger quand même un mur après ton mock, là. Même pour moi, comme j'ai dit, qui regardait un peu mes notes pendant que je le faisais, c'est clair qu'il y a des questions qui vont arriver puis tu vas pas savoir quoi faire. Puis c'est aussi ça un peu de juste aussi être capable de juste abandonner un peu la question comme tu le ferais à l'examen, puis de pas juste rester collé sur la question parce que justement, vu que c'est ton mock, tu es comme un peu infini temps vu que tu n'es pas dans l'examen. Puis exactement aussi, comme Carl te dit, des fois aussi pas se laisser démoraliser par la note. À un moment donné, aussi, genre, tu le sais si tu es prêt, puis même si tu as eu une moins bonne note, tu le sens aussi que tu as quand même performé, puis que les questions un peu plus compliquées, tu les as eues. Et je pense que ça serait ça pour moi. Merci Martin. Ange, Karine, do you have anything to add? Quoi que ce soit à ajouter? Je pense que ça a fait pas mal Le le tour? tour de ce que j'allais dire. Je suis d'accord. Sarah, I'm just going to pick up on something that you said. There's a big component of the exam that is time management, and on en parlait durant les rencontres préparatoires. Karine, j'aimerais ça en fait te lancer la question à toi. Comment tu as géré ton temps durant l'examen? Puis aussi, comment tu gérais les questions au fur et à mesure? Parce qu'évidemment, on ne connaît pas toutes les questions à la première lecture. Donc, comment tu gérais le temps et les questions pendant l'examen lui-même? Dans l'examen CFA, je dirais qu'il y a trois types de questions. Le premier, c'est les questions que tu lis, tu sais déjà c'est quoi la réponse. Pour ceux-là, je le mettais directement la réponse dans le système. Les autres questions, ça va être des questions où est-ce que je vais douter entre deux choix. Celle-là, en général, je répondais à celle que je pensais et puis je la flaguais, là, disons. Puis la troisième, c'est, espérons qu'il n'y en a pas beaucoup, là, mais des questions où est-ce que j'étais vraiment, vraiment pas certaine. Et à ce moment-là, ben, celle-là, je les laissais vraiment pour la fin. Puis en faisant ça, ça m'a permis de vraiment filtrer automatiquement toutes les questions que j'étais certaine, puis que j'avais pas besoin de penser 40 fois pour rentrer ma réponse. Puis ça m'a fait sauver beaucoup de temps dans mon examen parce qu'après ça, ben, je me laissais plus de temps pour celles où je devais penser. Donc, ça, c'était mon truc, puis ça a toujours fonctionné pour moi, là. Donc, voilà. Merci, Karine. And Sarah, since you highlighted this earlier, I'd like to hear your thoughts on this as well and how you managed time management and the questions on the exams. Yeah, so for me, it was all in the preparation. Like I mentioned,
Getting used to mock exams gives you a good idea of how you have to manage your time on exam day. And so having done a lot of mock exams beforehand, I felt comfortable going into exam day. And for me, I was lucky that the time was never an issue. That being said, be a little bit different, but or at least when I was taking the exams, there were two sections. So one section and then a break and then a second section. I always treated those as two separate exams. So the first one, I would finish it, I would leave it, I wouldn't think about it, and I'd move on to the second one. And it could be really two completely different experiences. So that was part of my time management and just thinking about those things individually, each question, each section, and not allotting too much time for rethinking or redoubting yourself and trusting your gut sometimes. Thank you, Sarah. Et Martin, en fait, je ne sais pas si tu voulais rajouter quoi que ce soit ou si ça fait le tour de ce qui avait été dit, mais je te demande si je te lance la balle. Je pense que Karine l'a vraiment bien expliqué, puis c'est un peu ça aussi que je faisais. Tu essaies vraiment de go through un peu ton examen au complet. Les questions que tu le sais, tu réponds, puis tu les oublies un peu. Puis après ça, personnellement, moi, j'avais toujours le temps de, justement, après ça, avoir le temps comme de faire mon examen 2 fois. Donc, quand après ça, tu repasses dessus, puis tu le sais qu'il y a peut-être 50-60% des questions que tu es sûr, ben, ça te permet justement dans ton deuxième review de pouvoir focus sur les questions plus compliquées que de flyer. Ça ressemble à ça. Merci, merci Martin. Puis en fait, une autre question qui est dans le chat que j'aimerais ça aussi creuser un petit peu plus, c'est vraiment par rapport au niveau 3. Évidemment, il est différent. Il y a des questions à développement. J'aimerais ça savoir, est-ce que vous trouvez vraiment que c'est une synthèse du niveau 1 et 2? Puis, si oui, est-ce que vous pensez aussi que ça prend peut-être un petit peu d'expérience de travail pour le faire? Est-ce que vous l'auriez trouvé plus facile si vous aviez travaillé un petit peu plus longtemps dans l'industrie? Ou est-ce que de l'enchaîner tout de suite après le 1, le 2, pendant que vous étudiez ou pendant que vous travailliez, faisait du sens pour vous? Donc, c'est ça. J'aimerais ça vous entendre un petit peu sur le niveau 3, puis comment il était différent pour vous, puis comment ça a été justement l'étude de cet examen-là. Je sais pas. Vas-y, Ange, je te lance la parole. Moi, pour ma part, je pense qu'avec tout ce qui est les différents pathways qui existent aujourd'hui, c'est définitivement pertinent quand tu as de l'expérience dans le domaine. Ça rend la chose extrêmement plus facile. Mais même si tu n'as pas d'expérience, je pense que ça vaut la peine d'y aller directement. Parfois, juste avoir l'examen, ça t'aide à rentrer dans l'industrie en question. C'est quand même assez simple, c'est bien expliqué. Et je pense que c'est vraiment de prendre son temps pour les keywords. Tu passes à travers les questions assez aisément, mais il y a quand même pas mal de nouvelles notions, en tout cas pour le private market pathway, cette partie-là, ça a été abordée rapidement dans les autres niveaux, mais il y a quand même certaines choses qui se rajoutent, donc faut garder ça en tête. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait aller? Yeah, I see you nodding, Sarah. Do you wanna add to this? Yeah, sure. I happened to be working in private wealth management at the time of taking my level 3. It was really helpful because a lot of what I was reading and learning, I was easily able to relate back to work. But I would say that even if you aren't working directly in one of those industries, you can still always make those relations to real life. And so as you're going through different cases and different topics, you can just always relate back and think, oh, if you were the client or if a family member was the client, if you're working on an institutional management, you can always kind of make it a real life scenario. And so I think that level 3 is really interesting for that. Absolutely. And then I see that we're closing on time, so I'll turn to the last question that I really like. It's an easy one, but also a reflective one. So I'll ask to each of you, what was your favorite topic? What was your least favorite topic? And how did you study? How did the way you studied for your favorite one versus your least favorite one change? Because I remember I loved equities, but I hated accounting, and I still hate it, although it's mandatory. And I used to start with accounting every time I had to, and then finish with those topics that I preferred because it just made my studying my days a lot easier and a lot
more positive. So yeah, kind of wanted to have your feedback on this and just to know a bit more about you before we close the call. So Ange, you're the first on my screen, so I'll let you go. For this part, I think that my favorite subject was definitely derivatives because it was just some calculation and it was easy to put my computation and see if the answer was right or not. So that was my favorite topics. And the one that I hated was actually accounting. And I think that we all have different methods to deal with those subjects. Me, I was reading some financial reports just to see how it works in real life. I was directly into the notes. I was reading with different notes, with different financial statements. And after that, I came back to the CFA exam to give it theory behind it. Thanks for that. Sarah, you're next on the list, so I'll let you go. Yeah, my favorite topic across all levels, it was always portfolio management. I liked it. I felt like it was kind of taking all the previous topics and putting it in application. So it was fun to go through that one. And least favorite is popular accounting as well. So my tactic for that tended to be, whereas all the other ones I purely used the CFA curriculum, I would usually supplement that topic or other difficult ones with Mark Meldrum because he does a lot of videos and it could be easier to learn that way. Thank you. Karen, I'll let you go. Yeah, Yes, sir. so for me, I'd say that the subjects I liked the most, funny enough, ethics was one of them, and another one was equity as well. What I would do, the subject that I liked the least also was accounting for me. So what I tried to do is that I would use ethics and equities more as my breaks, if I can say, in my studying. So I would do things that I liked less. And then when I needed a little break mentally, then I would go to the things I liked the most. So it was ethics and equity. As for accounting, it started off as being the one that I hated the most. And I just pushed really hard because it still is kind of a big chunk of level one, for example. And so I tried to learn as much as I could, and I ended up not hitting it so much at the end. Yeah, I started liking accounting by CFA level 3 because it wasn't in the curriculum anymore. So that's why I really loved it at that time. Et Martin, je te laisserai finir là-dessus en nous disant ton sujet préféré, celui que tu aimais le moins, puis aussi comment tu étudiais selon les topics. Personnellement, je vais laisser faire la comptabilité. Je pense que tout le monde l'a assez pas aimé, là, mais moi, tout ce qui est quantitative method, je pense que c'est quand même un bas gagnant aussi que personne n'a aimé. Comme c'était le premier qui vient un peu dans l'ordre du Kaplan, pour le premier puis pour le 3, c'est ça que j'ai fait. Je l'ai juste fait au début, puis j'espérais que quand je revenais à la fin, j'avais bien compris les concepts. Puis, sauf pour le 2, c'était vraiment pas mon cas favori. Fait que j'étais arrivé pour commencer mon étude pour le deuxième. J'ai vu que c'était Quant. J'ai fait non, on va aller faire moi, ce que j'ai plus préféré, c'est Fixed Income, marché des capitaux. Et je me suis retrouvé à faire Quant 2-3 semaines avant mon examen en mode sprint pour m'en débarrasser. Ben, écoutez, on arrive à temps. Je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur à vous, les panélistes, donc Martin, Ange, Sarah et Karine, d'avoir été présents. Aux gens sur l'appel aussi qui sont inscrits, merci beaucoup. C'est toujours le fun de pouvoir vous aider, vous éclairer un petit peu. On a tous passé par là, donc c'est le fun d'avoir pu faire ça aujourd'hui. On espère que ça a été pertinent. Puis, peu importe où vous êtes rendu dans le parcours, lâchez pas, pour vrai, par moment, ça peut paraître ardu et lourd, mais le jeu en vaut certainement la chandelle. Donc, on espère vraiment là, que vous avez apprécié. Just quickly in English, we really hope that you appreciated the event today and that you're going to leave here with a few tips. It's all about motivation and keeping at it with discipline. So keep going at it. We try to improve this webinar every year. So if you have a chance, that would be really appreciated if you could answer the survey that you're going to be receiving later today. So that'll help us improve for next year. Comme mentionné plus tôt, l'enregistrement de la session va être disponible sur YouTube.
Vous retrouverez aussi les éditions précédentes. Puis vous allez voir que je deviens de plus en plus grisonnant avec le temps, même si c'est pas si grisonnant encore. Puis CFA Montréal est sur Instagram depuis 1 an ou 2 maintenant. Je vous invite à aller nous suivre, toujours du bon contenu. Puis encore une fois, là, on tient à remercier nos commanditaires, donc que ce soit la Caisse, RBC Gestion mondiale d'actifs, ainsi que CFA Québec avec qui on a collaboré sur cet événement-là. Donc, encore une fois, une bonne année remplie de succès, des bons examens CFA, puis continuez à bien travailler, ça va valoir la peine. Merci tout le monde.